Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Rendez-vous avec un expert. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry pendant le MIPIM. On est pendant le MIPIM à Cannes, enfin on est à côté de Cannes. Et Thierry a bien gentiment fait le déplacement pour venir jusque dans nos bureaux, dans notre lieu d'enregistrement, pour parler d'immobilier. On va parler d'immobilier résidentiel, d'immobilier commercial. Thierry, c'est un des plus gros investisseurs en immobilier que je connaisse. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en banque à la Société Générale. On avait travaillé sur les affaires ensemble parce qu'il achète de très gros biens. Mais on va découvrir tout ça dans cette vidéo exclusive. Salut Thierry, tu vas bien? Salut Mathieu, effectivement, on se rappelle, on se connaît depuis longtemps, non? Ça fait quelques années, effectivement. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter? Mais écoute, ouais, tout à fait. Donc moi, je dirige un groupe immobilier familial qui s'appelle Herman Immeubles. Je représente la troisième génération de ce groupe. Donc c'est un groupe qui fait des opérations de marchand de biens, de foncières, d'asset management et aujourd'hui également un pôle autour de l'hôtellerie et la para-hôtellerie. Donc voilà, le siège historique est à Strasbourg, même si le gros de notre activité est à Paris. Et on a des acquisitions, des opérations dans pas mal de villes en France, bon, quelques-unes dans le sud de la France aussi. Alors moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est ton humilité parce que tu dis, voilà, tu fais de la gestion, etc., acquisition, mais est-ce que tu donnes des chiffres sur ce que tu achètes chaque année, ce que vaut le portefeuille que tu peux gérer? Parce que c'est quand même assez colossal. Oui, on n'aime pas trop rentrer dans des chiffres trop précis. Après, oui, il y a un patrimoine, il y a beaucoup d'immeubles, il y a le millier de locataires et c'est basé dans, je dirais, une bonne quinzaine de villes. On est aussi actif sur le Luxembourg, on commence à être actif sur les États-Unis. Mais voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est investisseur dans pas mal de classes d'actifs. Donc on fait aujourd'hui beaucoup de logistique, on fait du commerce, on fait évidemment des immeubles en bloc, du résidentiel quasiment autant que du bureau. Et en fait, on fluctue un peu avec les cycles. Puis c'est vrai qu'on en parlait avant d'enregistrer, il y a des fluctuations de TED. Le, le télétravail, le coworking, le co-living, les problématiques ESG, enfin, on a vu en très peu de temps les choses changer. Donc on essaie de s'adapter et d'avoir une politique d'investissement qui colle à la modernité du moment. Et justement, est-ce qu'on arrive à te catégoriser finalement? Est-ce que tu es investisseur, on va dire, locatif? Parce que souvent, il y a deux grandes catégories, investisseur locatif, investisseur type marchand de biens. Toi, est-ce que tu fais les deux? Est-ce que tu es plutôt dans une des deux branches? Je dirais que tu es... Déjà, nous, on se considère comme des gros artisans et on n'a pas de pression particulière à faire un certain nombre d'acquisitions par année. Pour autant, on a effectivement les deux casquettes. On fait du marchand de biens, donc du value add, donc des opérations qu'on achète dans le but de créer de la valeur sous 3-4 ans. Ok. Et une deuxième partie qui est foncière, donc on achète sur des périodes très longues. On part dès le départ avec des crédits de 15 ans, sachant que bon, comme le groupe existe, on va fêter l'année prochaine nos 80 ans. Donc au fur et à mesure des années, on essaie de compléter le portefeuille par des immeubles qu'on considère pérennes ou stratégiques. Et après, la nouvelle activité, c'est de la gestion pour compte de tiers. Donc on met à profit notre savoir-faire. Ça, c'est récent, ça. C'est hyper récent. Et en fait, c'est le fruit de beaucoup de réflexions. J'étais quoi là? Parce que là, donc jusqu'à présent, c'était l'argent de la famille que tu as fait fructifier. Tu as fait grossir le patrimoine. Oui, alors on a fait beaucoup d'opérations pour notre compte. Des fois, on avait des partenaires à 50-50 qui sont peut-être d'autres familles. Ah ouais, certains clients que tu avais également quand tu étais arrivé, Je me rappelle. qui étaient ont souvent soit des concurrents ou des amis ou des gens qui voulaient placer de l'argent. Donc, on fait beaucoup d'opérations soit seul, soit 50-50. Et en fait, on avait un peu l'idée de se dire comment créer de la valeur pour l'entreprise. Comment devenir une entreprise par rapport au bureau de chez Herman, on va dire. Comment faire une entreprise Herman. Et donc, on a cherché des métiers avec plus de récurrence, avec la notion de fils. Donc, on a regardé plein de choses. On a regardé la promotion, heureusement qu'on n'a pas fait. Ouais. Maintenant, Fais le nez creux là-dessus. de l'administration de biens, là, on avait été actif. Alors, mon grand-père avait un très gros groupe d'administration de biens dans les 70. J'ai compris récemment pourquoi il l'avait vendu. Et donc, voilà, on s'est mis dans la gestion pour le compte de tiers qui est finalement sorte d'accompagnement, ce qu'on fait déjà. Toi qui a énormément évolué, tu dis ça fait 80 ans que vous êtes dans l'immobilier, vous avez vu tous les cycles de marché, toutes les crises de marché. Aujourd'hui, on est on est en plein conflit avec l'Ukraine, la Russie, l'arrivée de Trump, qui, on en parlait juste avant d'enregistrer, qui rabat un peu toutes les cartes avec l'arrêt des soutiens à l'Ukraine. On voit que les taux d'intérêt montent au niveau des taux d'intérêt de l'OAT 10 ans, donc l'émission du Trésor français, le coût de l'argent en France. C'est un gros impact pour l'immobilier. C'est quoi ta vision aujourd'hui du marché de l'immobilier? Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débuterait, tu lui dirais d'investir dans quoi aujourd'hui, quelle que soit la classe d'actifs? Bon, effectivement, j'ai jamais eu autant de challenges. J'en fais partie d'une génération,
j'ai envie de te dire, depuis le Covid, tous les ans, tous les 2 ans, on a un nouveau challenge face à nous. Très justement, ce matin, j'ai très bon réflexe. Premier truc que tu regardes, c'est l'eau à tes 10 ans. Moi, j'ai été formé par un père qui me disait, dans l'immobilier, il y a 2 choses qui comptent, c'est les taux et la démographie. Donc, si tu choisis une zone démographique correcte, là, on est dans le sud de la France, il y a pas mal de villes ou d'endroits où tu peux imaginer une démographie qui soit bonne les 10 prochaines années. Il faut regarder les taux pour avoir le bon momentum pour acheter. Là, après, je pense qu'on n'a pas fini de parler des problèmes ESG. Donc, en fait, ça faut être extrêmement prudent parce que tu as beau faire l'investissement qui semble super sur le papier, si derrière, tu n'as pas de clients dans 5 ans par rapport aux problématiques ESG. Donc, c'est notamment les immeubles de bureaux, même bien placés. Donc, en ce moment, j'irai sur des choses... le commerce me semble pas mal parce qu'il y a moins de problématiques ESG. Et puis, il y a encore une demande finalement assez importante. Donc, la possibilité d'acheter plusieurs boutiques, surtout pour des investisseurs qui commencent, j'achèterai plusieurs petites lignes et pour potentiellement les revendre, il faut agréger 3 à 4 boutiques. Hein, c'est un investisseur un peu plus gros. Après, nous, on investit beaucoup dans la logistique, mais c'est pour commencer, c'est pas idéal, même si on pense que c'est un marché qui est assez stratégique, ce qu'on appelle le last mile, donc des entrepôts très proches des centres-villes. Plus petit, du coup, Les plus petits. Et après, j'irai aussi à la recherche de gens qui peuvent être en difficulté, de gens qui veulent déménager. Il y a beaucoup, maintenant, avec cet effet, effectivement, c'est vulgaire, mais il y a beaucoup de gens qui sont gonflés, là, un jour, en tendance, les impôts qui ont, le lendemain, la hier, le surlendemain. Donc, il y a plein de gens qui se disent je déménage, je pars, puis il faut vendre son bien immobilier. Donc, en fait, à bien chercher. En ce moment, je pense qu'il faut être plus que jamais à la recherche d'opportunités et on peut trouver quelqu'un qui a envie de vendre rapidement. Et si tant est qu'il a un mauvais DPE ou que sa femme elle a pas envie de partir, tu fais une offre, et ça peut passer. Ok, super intéressant. Justement, toi qui achètes énormément d'immobilier, hein, tu me racontais que tu levais des fonds avec justement des spécialistes de la gestion de patrimoine et tu investis ces fonds parce que toi, tu es vu comme t'es un expert immobilier, tu es un professionnel immobilier, tu as un outil de gestion immobilier. C'est quoi les bonnes pratiques pour justement trouver de belles opérations? Comment tu développes ton maillage, tes apporteurs? C'est quoi ta stratégie là-dessus? Bon, la stratégie, effectivement, on a la chance d'avoir un historique, d'avoir les dernières années, j'ai pas mal travaillé sur mon branding, sur ma marque. Il y a des gens extrêmement discrets qui le parlaient jamais. Bon, on a décidé pour différentes raisons, et notamment les réseaux, les LinkedIn, la presse immobilière, la présence des nouveaux médias immobiliers qui m'ont laissé penser que c'était utile et qu'il n'y avait pas vraiment de marchand bien, qu'il y avait une marque. Et donc, on avait des notions familiales. Donc, on communique sur le groupe Herman. On a récemment lancé une marque qui s'appelle la Nouvelle R, avec 2 R, les 2 R de Herman, mais aussi les 2 R de recyclage et rénovation. Donc, en fait, la Nouvelle R, c'est quelque chose qui, là, pareil, nous permet de communiquer sur vraiment les nouvelles valeurs, de comment on veut repositionner les nouvelles opérations de réhabilitation qu'on fait. On travaille énormément sur le recyclage. Ça comprend un bâtiment, on nous dit, voilà, on est dans un immeuble de bureau, il faut qu'on en fasse autre chose. Et on réfléchit à plein de possibilités. En ce moment, on est en train de transformer des bureaux qui étaient dans un secteur difficile, comme de la Défense, on le transforme en EHPAD. Donc, on a trouvé le moyen d'arriver à faire ce changement. On y arrive maintenant à faire ça parce que depuis toujours, les politiques en parlent de repositionner le bureau parce qu'ils hésitent avec l'effet télétravail, plus l'effet que on veut plus on travaille de plus en plus à la maison. Enfin, l'effet télétravail joue beaucoup. L'effet aussi, on va dire, IA plus l'effet croissance économique qui est faible. Tout le monde dit le bureau c'est de plus en plus un coût. Donc il y a des bureaux qui se vident. Je te rejoins tout à fait. Après, tous les immeubles de bureaux ne pourront pas se transformer en autre chose. En fait, la seule solution, ce sera à un moment de les démolir, puisqu'il y aura quand même un foncier de construire autre chose. Mais bon, ça veut dire que ça vaut pas grand-chose, voire rien. Par contre, il y a un certain nombre d'immeubles, parce que la taille du plateau, parce que le nombre d'entrées, le nombre de sorties, parce qu'on peut imaginer que par rapport à l'augmentation de pompiers, parce que la profondeur, parce que les accès à l'eau. Donc, j'évalue moi à 10-15% des bâtiments de bureaux qui sont transformables en autre chose. Et si ça l'est, après, est-ce que tu fais du coworking, du co-living, un EHPAD, enfin, il y a différentes possibilités. Puis après, il y a effectivement les problématiques réglementaires. Aujourd'hui, le problème qu'on a, comme souvent, c'est problème plutôt administratif. C'est quand même la croix et la bannière, parce que tout le monde dit c'est ce qu'il faut faire. Et on a un problème de dingue qui est que le maire, et je l'ai fait, j'ai fait pas mal de changements de bureaux en logement. Le maire, il n'a pas grand-chose à gagner financièrement à cette transformation, voire rien, voire même des contraintes.
Et surtout, une fois que tu dis, j'ai 5000 mètres carrés de bureau, je te fais 40 appartements, il te dit, mais j'ai pas de place dans les écoles. Il te dit comment on fait les routes. C'est pas moi d'ailleurs, c'est le département, c'est la DDE. Moi, je n'entends pas avec le gars du département. Et puis il me faut et puis les autres habitants du quartier, ils veulent pas. Donc lui, il a plus de contraintes que d'incitation, et surtout, il faudrait une incitation financière d'une certaine manière pour qu'il ait envie de le faire et envie de se faire des nouveaux éléments d'équipement public. Donc on en est là, en fait. La théorie, oui. La pratique, c'est compliqué. Après, il y a quand même des possibilités. Il y a des exemples formidables. À Paris, quand on prend le projet Morlan qu'a fait mon ami Laurent Dumas de Emery, c'était des bâtiments totalement obsolètes. C'est la préfecture de police, c'était vraiment très moche. Bon, il a fait un bâtiment, des bureaux, une auberge de jeunesse, un hôtel, un boîte de nuit, un spa incroyable. Donc on peut y arriver sur certains bâtiments, mais mais ça a mis plus de 10 ans. Ça a mis plus de 10 ans. Ouais. Et c'est un truc flagship. Est-ce qu'il a gagné de l'argent avec ça? Faudrait lui demander. Je pense pas sur l'opération, mais après en termes de prestige, en termes Du manège, de capacité à je j'ai pas vu son bilan, mais en tout cas, c'est un projet titanesque où j'ai aussi un autre copain, Brice Herrera du groupe Gaïa. Il a racheté des anciens parkings dans le 17e. Ça s'appelle La Fabrique. Il vient d'ouvrir, mais après, je sais pas, 5-6 ans de travail. Un hôtel, bureau, une piscine de 30 mètres, un truc exceptionnel, mais il a eu des contraintes réglementaires de dingue. Bon, la hausse des taux, j'y arrivais, donc, mais je suis quand même très admiratif de ceux qui se lancent dans des opérations gigantesques et qui y arrivent. Donc c'est possible, mais toutes les opérations ne le permettront pas. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler je sais pas, peut-être t'as fait tellement d'opérations, mais ta plus belle opération, pour toi, ce serait laquelle? Bon, celle que je retiendrai, qui pour moi vraiment un peu voilà, une des plus belles qu'on ait fait, il y a 3 ans, avec 2 de mes associés, que tu connais d'ailleurs. On a acheté un immeuble rue de Galilée et un autre rue Vernet. C'était 2 immeubles dans le 8e arrondissement, juste derrière les Champs-Élysées. Donc il y avait 3500 mètres carrés, 2 immeubles qui étaient sur la même parcelle, mais qui étaient pas, qui se rejoignaient pas forcément, mais ça avait été construit sur une parcelle qui était la même. Un immeuble avec une façade fin des années 60, très moche, amiantée, qui avait aucun intérêt architectural, et une façade d'hôtel particulier magnifique, côté de la rue de Galilée, qui arrive directement aux Champs-Élysées. Et on achète ces 2 immeubles avec pour objectif de recréer une unité, de faire un immeuble de ces 2, de faire un amphithéâtre, de faire Ton immeuble de bureau, hein. Immeuble de bureau, de surélever d'un étage, de faire le plus beau rooftop de Paris avec la plus belle vue possible sur toute la place de l'Étoile. Ouais, en ultra luxe. Et surtout, à l'époque, ESG, ça, bon, bah, c'était des notions un peu nouvelles, comme il y a 3 ans, sur de la rénovation. C'était clair, sur du neuf, pas sur de la rénovation. Donc là, on part avec l'idée qu'il fallait faire le top de ce qui pouvait se faire en recycler, rénover sur de l'ancien. Mais là, on était un peu on allait en éclaireur, ça n'avait pas été tellement fait. Donc on se dit, un prestataire nous dit, l'important c'est garder un maximum de choses de l'immeuble. On dit, c'est-à-dire, il dit, les faux plafonds, on va en faire des faux planchers. Le mec, on l'a pris pour un fou. Je dis, super, pourquoi vous voulez faire ça? Il dit, mais non, sinon ça fait trop de camions. Bon, alors on est parti vraiment, on a vraiment changé notre logiciel. On a eu le Covid qui a fait fermer le chantier. On a des voisins hôteliers qui nous ont fermé l'opération. Et on a eu des recours, j'imagine, mais on a eu un bon nombre de sujets. Mais on y arrivait. Aujourd'hui, on a fait, je pense, un des plus beaux immeubles de Paris qu'on a loué à Christian Dior. Et on s'est dit, bah voilà, l'objectif, c'était de faire avec de l'ancien le top, l'équivalent du neuf. Et on s'était dit, on fera tout pour avoir le meilleur locataire possible. Donc, quand t'as Christian Dior, t'es plutôt content de ses reflets de la qualité. Et après, on a pu vendre dans cet immeuble, début 2023, un taux qui paraîtrait complètement fou aujourd'hui, de 2,90% de rendement. En 2023, quand les taux étaient déjà très, très, très hauts, quoi. Tout début 2023, enfin, c'était une négociation qui avait été, la promesse avait été signée en 2022. Et donc, on a pu encore vendre ça en cristallisant une réussite financière de l'opération, qui certainement aujourd'hui, ce serait pas le même taux. Même si l'immeuble, c'est ça qui est dans l'immobilier fou. C'est la même qualité d'immeuble, et pour un simple changement de cycle, ça peut valoir du simple au double. Surtout, c'est encore plus vrai à Paris, cette histoire. Parce que tu as l'effet ciseau qui est énorme. Quand tu passes de taux de 5 à 2,5%, comme on l'a vécu en Paris, bah, ça fait du simple au double. Du simple au double. Bon, pour tous les opérateurs immobiliers qu'on est, en 2024, je ne connais pas beaucoup qui sort indemne de son coût de financement. Quand même, je crois jamais vu dans la période moderne 5 fois tes coûts de financement, fois 5. Quoi ça, quoi. C'est totalement c'est du jamais vu.
dans l'ère moderne de l'immobilier. Puis effectivement, on regarde, ça refluctue. Tous les jours, tu as une Noël, mais les fois 5. Et bon, on a quand même le sentiment que ça va baisser les taux, mais je crois qu'on ne reverra jamais les taux fixes à 1,5%. Enfin, Ça, c'est ton avis? oui, oui. Sur ta projection, tu vois comment les taux à 2-3 ans? Bah, moi, je pense que les taux, de manière à peu près, quand tu regardes l'historique et les tendances de marché, aux alentours de entre 2 et 3%. Ok. Et Après, aujourd'hui, on voit les enjeux, c'est que les taux longs sont très différents des taux courts. Voilà, donc il y a maintenant de nouveau la notion. Avant, jusqu'à il y a 2-3 ans, on n'avait plus tellement de notion de couverture. On pensait que c'était plus nécessaire. Quand tu étais banquier, il y a 10 ans, tout le monde se couvrait, sinon tu pouvais pas faire une opération. Puis après, l'in fine, devenu un truc, t'en foutais partout. Après, les couvertures, les plus besoin. Des crédits non avec de l'in fine, avec des taux à 1%. Bon, moi, un jour, je suis sorti d'une opération avec un autre très grand professionnel que tu connais qui s'appelle Alain Vajbrot. Et je sors de la signature et j'ai quel immeuble je suis trop content et tout. Et il me dit non mais ouais, l'immeuble c'est bien, enfin on en a des aussi bien, mais le taux qu'on a signé, le contrat de crédit, ça j'ai jamais vu. Moi ce qui m'excite c'est le financement. On verra jamais ça tirer. Moi je dis non mais ça va, t'es gentil, regarde l'immeuble. Il me dit non, non, ok, l'immeuble il est très bien, mais j'en ai d'autres mieux. Soit tu le sauves. Et ce qu'on a signé comme condition, c'est incroyable. Et là je me suis dit bon, c'est même lui, il dit qu'il y a un problème. Enfin, ça lui paraissait tellement dingue que je me suis dit, ça pourra pas durer non plus. Et justement, ces immeubles que tu as pu acheter ou que d'autres investisseurs ont pu acheter avec des taux très bas, qu'ils ont acheté plus cher parce que les rendements plus bas, rendements immobiliers, des taux d'intérêt très bas. Aujourd'hui, pour déboucler ces biens, c'est très compliqué de prendre la décision parce que du coup, tu te dis, bah là, je vais me prendre l'effet ciseau des taux qui sont plus hauts, donc des prix de l'immobilier qui sont plus bas. Alors, j'ai pris un peu d'indexation sur les loyers, ok, certes, mais en fait, la difficulté quand t'es endetté long terme, c'est que tu as bloqué un taux hyper bas que tu retrouveras pas là. Alors, oui, oui. Comment tu fais quand tu dois arbitrer comme ça? C'est des opérations qu'il faut partir sur le principe qu'elles sont pas liquides. Si t'es dans la liquidité, c'est vraiment pas bon. Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qui vaut c'est la société qui détient le bien, qui détient le financement. Donc, c'est des opérations, si elles sont emblématiques et que si tu peux tenir, il faut la tenir. Après, il faut regarder le spread. Tu vois, acheter des immeubles à 5% où le marché était à 7, mais j'avais les financements à 1. J'avais 400 points de base de spread sur des très beaux immeubles. Je suis hyper content. Si aujourd'hui je devais le revendre, bah oui, je le revendrais à 6 ou 7%, alors que je devais l'acheter à 5, je perdrais de l'argent. Mais avec 400 points de spread sur les plus beaux immeubles des villes où j'ai acheté, moi je suis très content que ces immeubles que je garde plutôt, que tu peux refinancer, il y a plein de choses à faire, puis les loyers ont plutôt monté. Mais effectivement, ça peut causer un problème de liquidité pour ceux qui ont besoin d'ordre. Ouais. Et aujourd'hui, tu connais beaucoup d'acteurs qui ont des difficultés comme ça? Oui, oui, non, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en difficulté, hein. Malheureusement, les changements, on a dit effectivement, de mode de travail, le manque de morale des gens quand tu as eu dissolution, après tu as maintenant possibilité de toutes ces histoires autour de l'Ukraine, enfin, toutes les 3 semaines, on nous annonce quelque chose qui fait perdre le moral aux gens. Donc, dès que ça repart, ça se regrippe avec des taux qui n'ont pas spécialement baissé, hein. C'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas un peu... Donc oui, les promoteurs, dans les plus gros nationaux, beaucoup sont en grande difficulté, beaucoup de marchands de biens qui sont très endettés. Les gens qui ont misé en 2022 sur la capacité de revendre à moins de 3% leurs opérations, n'ont aucune chance d'y arriver sans perte. Nous, par exemple, en ce moment, on achète des immeubles à des promoteurs qui étaient de taille, on veut dire qu'ils n'étaient pas forcément calibrés pour des opérations de taille importante dans Paris. Et donc, ils ont acheté, ils ont obtenu un super permis de construire. La banque veut plus faire le permis de construire, veut plus leur faire le crédit d'accompagnement. L'immeuble il est vide, donc ça leur coûte très très cher pour essayer les intérêts. Donc, la meilleure solution, c'est de passer en... eux, ils perdent des fonds propres. Nous, on arrive. Moi, je me réjouis pas de ceux qui perdent des fonds propres, hein. Je suis pas là, moi, pour tuer des gens. On arrive dans des situations avec des banques. On reprend l'immeuble. On négocie le crédit d'accompagnement. On part sur une nouvelle page. Mais effectivement, le portage est venu tuer l'opération de l'opérateur d'avant. Et nous, on se lance assez vite dans des travaux. Et surtout, moi, ce que je veux faire en ce moment, c'est des immeubles qui soient vraiment très modernes en termes de labels. Je me dis, pour moi-même revendre dans 3-4 ans ou pour apprécier dans mon portefeuille, l'appréciation d'immeubles avec des performances énergétiques et une démarche de décarbonation sera déterminante autant pour mes clients locataires que mes clients investisseurs, que mes banquiers. Aujourd'hui, j'ai mes 2-3 principales banques qui me boostent mes taux si je leur montre que j'ai une démarche éco-responsable. C'est marrant parce que c'est des vrais changements, quoi. C'est un discours que
pas tout le monde a, que tu as. Et je trouve ça hyper bien. Nous, chez nous, chez Tokimo, on a mis en place un label green sur les opérations marchandes qui permettent d'améliorer la performance énergétique des immeubles ou des biens qu'on finance. Et du coup, bah, certains investisseurs, ils ont une sensibilité là-dessus. Donc, on arrive à financer moins cher. Et toi, d'un point de vue prix de vente, est-ce que tu saurais dire un pourcentage de survente, de survaleur si on arrive à livrer un immeuble green ou un immeuble qui correspond plus à des standards? Je crois que ça va être un moment donné plus mineur, quoi. Tu pourras pas vendre si t'as pas fait les travaux qu'il faut. Ouais. Et à court terme, bah, quand on a vendu, là, ça peut être là, l'immeuble de la rue Galilée, mais j'ai vendu des portefeuilles de logistique, j'ai vendu un immeuble à une très grosse enseigne de luxe, une autre assez récemment. Si j'avais pas fait une démarche green, je vendais certainement pas ou beaucoup, ou vraiment avec 15 à 20% de décote. Mais apparemment, aujourd'hui, les compagnies d'assurance, ils regardent même pas ton dossier, c'était pas dans une démarche. Et les banques aussi, hein, les banques pour financer. Alors après, la réglementation, les DPE et ça, moi je trouve ça complètement bilan. Moi je dis, mais il faut bien commencer par quelque chose, mais quand tu regardes qu'est-ce que ça veut dire un DPE, par qui c'est fait, comment c'est fait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, comment si tu viens que deux personnes différentes, tu as des notes différentes. On a une différence. Pourquoi tu fais un DPE? Je trouve que l'arnaque du siècle de l'immobilier, quand même, un peu. Là, je pense qu'on est dans une arnaque dingue, que finalement, moi je suis membre de la Fédération des entreprises immobilières qui regroupe la plupart des grosses foncières françaises, et on alerte à peu près tout le temps les députés, les gens qui font la loi pour leur dire que c'est le mauvais, que ça ne marche pas, que c'est bidon et que ça crée plus de problèmes que ça règle de solutions. Bon, à ce stade, ils savent pas par quel bout commencer, donc ça continue. Mais tu vois, là, on est dans ce studio de podcast. On aura la même type de DPE que si on va dans un entrepôt ou dans ton appartement, que si tu as deux pièces locatives. Tu vois. Ouais. Donc, c'est jugé de la même manière. Les gens sont pas formés, les grilles de lecture sont pas bonnes, les chiffres pris en référence sont souvent pas les bons. Bon, c'est absolument... même si l'idée générale de dire, oui, on a bien compris, il faut améliorer la performance énergétique des biens. Voilà, ça c'est clair. Mais on peut pas les juger comme ça. Ça, je pense qu'on va dans le mauvais sens. Hyper intéressant. Je vais revenir un peu sur tes qualités et les conseils que tu pourrais donner aux gens qui essaieraient de faire ce que tu as pu faire, parce que tu as un parcours assez incroyable et je pense très inspirant pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est quoi les qualités d'un marchand de biens selon toi pour justement passer les crises, pour essayer d'anticiper les marchés? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour s'en sortir, pour faire des belles opérations? Déjà, il faut travailler beaucoup. Il faut aimer ce qu'on fait. Je crois que tous les deux, par exemple, c'est quelque chose, on a la chance d'aimer ce qu'on fait, donc ça permet d'absorber plus facilement la charge de travail. De voir sa capacité. Là, moi, je fais beaucoup d'opérations, mais j'ai des confrères, ils passent beaucoup de temps sur une opération, ils la font très bien. Mais si tu es trop dans le détail, fais opération par opération. Pour cette capacité de travailler, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu aimes faire plein d'opérations en même temps? Est-ce que tu es capable de te mettre une charge, une pression permanente sur plein de sujets différents? Ou est-ce que tu préfères aller petit à petit? Est-ce que tu as une passion pour un sujet particulier? Moi, je suis plutôt multi-produit. J'aime bien faire dans pas mal de villes en France. J'aime bien redécouvrir, que ce soit des secteurs géographiques ou des nouvelles villes. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le moyen de minimiser mes risques. Plus je fais de nouveaux produits, plus je vais dans de nouvelles régions, plus j'ai de nouveaux partenaires financiers, moins j'ai de risques. Pourquoi? Parce que t'as toujours une opération qui se passe hyper bien, un locataire qui est très en forme et l'opération qui se passe pour l'heure et t'arrives avec qui on est. Bon, donc moi, je pense qu'il faut surtout voir l'envie du jeune qui voudrait commencer. Je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment le travail, la méthode. Moi, j'ai une méthode de travail que je réfléchis d'ailleurs très régulièrement. J'ai des façons de faire, je note tout, je relis tout, j'ai des outils qui viennent en support, j'ai organisé une équipe pour être certain de rater même si on rate des fois des choses. C'est ma façon de travailler. Donc moi, je dis aujourd'hui, un jeune qui veut commencer, il n'y a aucune inquiétude, il y a toujours des affaires à trouver, peu importe le cycle dur. Mais donner une anecdote, j'ai un grand-père qui a fait une très grande carrière dans l'immobilier. Quand il est en vacances dans une ville balnéaire ou une ville où il disait tiens, il y a une affaire à faire, je me souviens du voyage à Biarritz où il dit bon, ben, je vais essayer de trouver une affaire à Biarritz. Alors plutôt qu'aller à la piscine avec sa femme, il m'a emmené et m'a dit je trouverai une affaire d'ici demain. Alors, j'ai dit comment tu fais? Mais immeuble pareil, immeuble, il rentrait dans tous les immeubles et il parlait à la concierge. Il disait bonjour madame, je suis là, vous savez, l'appartement qui est à vendre. Bon, et une concierge sur deux lui répondait. Il dit ah non, mais c'est au 4e, c'est ça, le 5 pièces. Il dit voilà, c'est ça. Il avait créé le contact, puis au bout de 2 jours, il y avait 8 affaires possibles. Et la concierge de la première était copine avec la 3e, qui devait indiquer une agence immobilière. À la fin, il a acheté un appartement. On prend l'avion retour.
de Biarritz à Strasbourg. Il dit à sa femme, ma grand frère, c'est super. Avec Thierry, moi j'avais 8 ans. Il dit, on a acheté un appartement. Oh, mais tu m'en fous, j'ai pas envie d'acheter un appartement à Biarritz. Moi, j'ai adoré, mais je vais aller à l'hôtel. Il dit, non, mais j'ai acheté pour revendre. Mais ça veut dire que il avait trouvé une affaire immobilière à force de chercher, à force de la méthode, et il avait bien compris à force de visiter des immeubles, ceux qui auraient la vue sur la mer, ceux qui l'avaient pas, pourquoi les gens voulaient pas acheter les premiers étages, pourquoi tel immeuble était plus attractif. Donc en fait, beaucoup de travail, beaucoup de méthodes, et aujourd'hui, avec tous les outils qui sont avec vous, il y a moyen de vraiment faire la différence. Et c'est vraiment voilà, fort confiance et travailler jusqu'à ce qu'on trouve une bonne opportunité. Trop bien. J'adore cette anecdote qui est vraiment marrante. Et j'y me retrouve un peu là-dedans, où à chaque fois que je suis en vacances, j'essaye toujours de trouver une affaire. Bah, après, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Parce que t'es là, t'es chaud, tu vois une affaire et puis après tu repars et il faut vraiment tenir jusqu'au bout. Je te suis un peu, tu fais dans les trucs de surf. Bah, moi, Bali, c'est pour ça que j'ai investi à Bali. Ça donne envie d'acheter là où tu vas. Ah bah, et c'est hyper rentable. On peut en parler, mais c'est hyper rentable. Peut-être pour finir, dans le contexte de l'IA qui change beaucoup de choses, de la guerre qui est en train d'arriver, où il va y avoir, on est en train de muscler toute l'Europe autour de la guerre et il y a beaucoup d'argent qui va être investi en IA, en infrastructure, autour des armes, etc. Toi, tu vas te concentrer où? Dans quel type d'actifs? Quel type de stratégie les prochaines années? Et tu penses qu'il faut mettre son argent où dans l'immobilier pour les 3 prochaines années? Franchement, c'est très trop à dire. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on avait commencé à faire de l'investissement aux États-Unis. Alors, il faut c'est pas nous qui montons les opérations, mais on suit des gens qu'on connaît qui montent des opérations. Alors, on s'est dit que l'effet Trump extraordinaire, on était trop forts. Bon, là, tu regardes le journal, tu dis, bon, bah, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, je sais pas si j'ai une feuille de route précise. On va être très attentif à ce qui se passe. Bon, dans l'IA, toi et moi, on va faire un bon investissement. Très bien associé. Il y a une société de conseil qui marche plutôt fort, là, c'était l'IA. Donc, surtout, on essaye, nous, de voir maintenant comment on intègre l'IA dans nos processus de travail. Donc, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré un logiciel qui a analysé tous nos baux, qui a regardé ce qu'on facturait, qui a regardé les charges qui étaient là aussi dispatchées, qui étaient récupérées. Donc, on a récupéré des sous. On s'est beaucoup mieux organisé dans la manière de travailler notre property management grâce à l'IA. On utilise tous dans nos entreprises de l'IA générative pour rédiger un tas de choses. Dans la prospection, nous, nos sociétés, on écrit 150 courriers par semaine et on a des fichiers qu'on remet à jour très régulièrement sur les démarches d'immeubles qui appartiennent à des familles. On y a rajouté une brique d'IA qui, franchement, vient nous aider. Et alors là, on a investi dans un logiciel qui nous aide maintenant à la pré-décoration des appartements. Donc, en fait, tu viens on fait une opération comme ça plutôt. Bon, on a fait au début, on va dire, des travaux des appartements, mais je suis avec une tablette, et tu es avec ta femme, et puis voilà, bon, bah, le lit, j'irai plutôt à gauche, plutôt à droite, j'ai plutôt taille, tourné avec notre outil, on a fait, et ça a fait des projections. Bon, alors, donc on voit plein de choses qui sont en train d'arriver. Après, effectivement, et puis on a un deal, je peux pas encore tout à fait en parler, mais je sais pas si c'est uniquement lié à la guerre, mais avec une firme d'aviation assez connue, avec qui on est en train de faire un deal de location d'entrepôt. J'ai envie de dire, je pense que ce sera encore plus pérenne que j'ai. Parce que c'est une vieux grosse firme française qui aura des carnets de commandes certainement remplis pendant certains temps. L'aéronautique va plutôt très bien en France. Ouais, là, tu vois, par exemple, Toulouse, c'est une ville où certainement il va y se passer des choses, puisque comme il y a tout ce qui est aéronautique. Et l'expertise. Il faut regarder, il y a pas mal d'endroits en France où, après, est-ce qu'on sait ce que je sais, en construire des entrepôts de munitions? Non. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, bon, c'est peut-être pas pour l'Europe d'avoir décidé de prendre des mesures, mais moi, ce que j'espère, c'est surtout le problème qu'on a en France. C'est est-ce qu'on va bien dépenser des sous? Qu'on a envie de notre souveraineté et qu'on a envie de se réarmer, me semble légitime. Quand on voit des fois comment la dépense publique a fait pour l'hôpital, l'école publique, mais beaucoup de dépenses, des résultats qui sont pas assez bons. J'espère juste que on va, si on doit s'armer, acheter des choses qui seront valables, utiles et pérennes pour toute l'économie française et européenne. Top. Merci beaucoup Thierry. Bah, c'est bon. C'était hyper intéressant. Donc, je pourrais encore poser plein d'autres questions. Je pense qu'on pourra faire presque quand même un deuxième épisode. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il faut rester agile dans ce monde qui évolue énormément, avec beaucoup de forces politiques qui font évoluer les choses. Il y a l'international aussi, tu en as parlé. Donc, écoute, c'était hyper intéressant. Et encore bravo pour tout ce que tu fais. Et merci à toi aussi.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, commenter ou t'abonner à la chaîne YouTube. Là, c'était avec Thierry Hermann, un des plus gros opérateurs immobiliers qui existent en France. Et comme tu l'as vu, il a un parcours inspirant, mais il reste très agile malgré la taille des opérations qu'il peut réaliser. Parce que aujourd'hui, dans le monde actuel qui évolue énormément, il faut rester agile pour changer de stratégie et être toujours en avance en innovant. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.